Des futurs sombres, des États totalitaires qui surveillent chaque individu. Le libre arbitre n'est plus qu'un vague souvenir. Des sociétés obsédées par le contrôle, la consommation ou la pureté idéologique. Les dystopies nous semblent lointaines, de l'ordre de l'imaginaire, une manière de se faire peur en pensant au pire avenir possible. Et pourtant, les décennies se succédant, ces récits gagnent en tangibilité. On entend même parfois des saillies comme «Non mais c'est bon, on est dans 1984 là». C'est totalement faux. Et pourtant, les dystopies ne prédisent pas vraiment l'avenir. Elles grossissent les peurs de leur époque jusqu'au cauchemar. Et c'est peut-être pour ça qu'elles nous fascinent autant. Parce qu'en parlant du futur, elles parlent surtout de nous, de notre présent, de nos travers. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques dystopies, leurs origines, leurs obsessions et surtout ce qu'elles révèlent de notre monde. Alors, calez-vous bien face à votre télécran et souriez béatement, vous êtes filmé. Partie 1. Les grandes dystopies fondatrices. Les dystopies ne naissent jamais par hasard. Derrière chaque grand monde dystopique, il y a une peur bien réelle, une angoisse historique, une crise idéologique, politique, sociale ou technologique que les auteurs transforment en fiction. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, la dystopie ne commence pas avec Orwell. Imaginez le pire pour parler du présent. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, le monde change brutalement. Industrialisation massive, urbanisation, naissance des grandes idéologies politiques, montée des nationalismes, développement des machines, le futur fascine autant qu'il inquiète. Des auteurs commencent alors à imaginer non pas des sociétés idéales, mais des futurs où quelque chose a profondément dérapé. Dans La machine à explorer le temps, publié en 1895, H.G. Wells imagine une humanité divisée en deux espèces. Les Éloi, riches et passifs, et les Morlocks, condamnés au travail souterrain. Sous son apparence de récit de science-fiction, le roman parle surtout des inégalités sociales de l'Angleterre industrielle. Quelques années plus tard, Le Talon de fer de Jack London imagine une oligarchie écrasant les classes populaires par la violence et la propagande. Le roman anticipe des mécaniques qu'on associera plus tard au fascisme et aux régimes autoritaires du XXe siècle. Ce roman est parfois considéré comme la première dystopie moderne. Et le genre monte d'un cran en 1921 avec Nous, le monde de Yevgeny Zimiatin, auteur russe, est entièrement gouverné par la logique, les chiffres et le contrôle collectif. Les citoyens n'ont plus de nom, seulement des numéros. Les appartements sont transparents pour permettre la surveillance permanente. C'est une coquetterie qu'on retrouvera dans Panorama de Lilia Hassen en 2023. La liberté individuelle devient une anomalie. Et surtout, ce roman apparaît juste après la révolution russe et la montée du pouvoir soviétique. Pour la première fois, une dystopie décrit un État totalitaire moderne avant même que les grands totalitarismes du XXe siècle n'atteignent leur apogée. C'est un texte fondateur. Sans lui, il n'y aurait probablement ni Le meilleur des mondes, ni 1984. On peut continuer cette exploration chronologique avec Svatiska Night de Katharine Burdekin en 1937. Alors, je ne trouve pas que ce soit un très bon livre. Par contre, il est absolument unique dans le sens où l'autrice dépeint un monde gouverné par l'Allemagne nazie, 7 siècles après sa victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Or, le détail ne vous aura sans doute pas échappé, il a été écrit en 1937, avant donc la Seconde Guerre mondiale. Burdekin puise dans les tensions du moment pour imaginer à quel point la situation pourrait déraper. C'est le propre des dystopies. En 1943, c'est le magnifique Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui voit le jour. Dans cette Amérique future, les livres sont jugés dangereux et subversifs. Ils sont donc interdits et les pompiers ont été reconvertis pour les brûler.
On peut trouver une citation très intéressante de l'auteur au sujet de son œuvre qui vient encore un peu plus éclairer mon propos. Avant tout, je n'écris pas de science-fiction. J'ai écrit seulement un livre de science-fiction et c'est Fahrenheit 451, fondé sur la réalité. La science-fiction est une description de la réalité. En 1962, l'Orange Mécanique d'Anthony Burgess fait éclater la rage et la violence de jeunes désœuvrés sans avenir, vivant dans un monde qui ne leur ressemble pas et qui les rejette. Chaque classe sociale est une caricature d'elle-même. Et la répression est à la hauteur des violences. Burgess attaque directement la liberté de pensée des individus et les transforme en moutons serviles prêts à servir docilement la société. Sans doute que les foules de jeunes réagissant violemment à la guerre du Vietnam ne sont pas pour rien dans l'imagination de cette dystopie. Là aussi, il faut les faire rentrer dans le rang. Que voulez-vous? Tintin pour le ça vient à la gosse, je viens pour relever le compteur. Excellent. La montre que vous m'avez vendue ne vaut rien, remboursez-moi. Tu sais ce que tu peux en faire de ta montre? Te la foutre au cul. Excellent. En 1985, autre sujet, l'émancipation des femmes, le droit de vote, le droit à l'avortement et surtout les premières remises en cause des largesses accordées à la gente féminine après les années 70. Paraît alors La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ici, un état vaguement théologique, mais surtout très patriarcal et totalitaire, a remplacé celui des États-Unis d'Amérique et a mis en place un système de caste dans lequel les femmes jugées fécondes héritent du statut de servante. En clair, ce sont des poules pondeuses destinées à produire des enfants qui seront élevés par les épouses d'hommes au statut plus élevé. Perte d'autonomie et d'individualité, retour arrière dans cette époque qui justement remet en cause ses droits. Plus récent, puisque ces 5 romans de la même série sont parus entre 2008 et 2025, Hunger Games de Suzanne Collins. Cette fois, c'est la société du spectacle et bien évidemment les télé-réalités qui sont mises en scène avec en toile de fond une société du contrôle. Du pain et des jeux, rien n'a changé. Pourquoi avons-nous besoin d'un gagnant? Si nous voulions juste intimider les districts, nous pourrions mettre les 24 tribus en randonnion et les exécuter tout de suite, ce serait plus rapide. L'espoir. 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 Car c'est la seule chose plus puissante que la peur. La première télé-réalité mettant en scène des anonymes s'appelait d'ailleurs Big Brother. N'est-ce pas délicieusement ironique? C'était en 1999 aux Pays-Bas. Loft Story, proposé en France en 2001, en est directement inspiré. Une dernière étape dans notre exploration des dystopies et du contexte dans lequel elles apparaissent, 2011 avec Ready Player One d'Ernest Cline. Cette fois, c'est le monde virtuel qui est mis en scène et qui permet au bas peuple d'oublier l'ignoble condition dans laquelle il vit pour de vrai dans le monde physique. Plus de vraies relations sociales, les gens ne sont finalement que des enveloppes vides attendant leur prochaine connexion au monde numérique dans lequel ils se sentent vivre pour de vrai. Dans une certaine mesure, on est proche de l'univers de Matrix, sinon que ce ne sont pas des machines qui exploitent les humains, mais leurs contemporains, et qu'ils sont totalement conscients de cette dualité monde physique, monde virtuel. Et d'ailleurs, cette constatation nous permet de glisser tout naturellement vers deux visions du cauchemar moderne. Il y a 2 manières de contrôler la population. La force et la servitude volontaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les camps, la propagande de masse et la surveillance des régimes totalitaires, George Orwell publie 1984. Ici, le pouvoir ne cherche pas à rendre les citoyens heureux. Il veut tout contrôler. Et pour y parvenir, il emploie la force brute, physique, allant jusqu'à la torture, mais aussi mentale, en contrôlant les paroles, les pensées, les souvenirs et jusqu'à la perception du réel des citoyens. Ils ne sont plus en prise directe avec le monde dans lequel ils évoluent. Un filtre sociétal se superpose à la réalité, filtre totalement manipulé par l'État.
La vérité devient alors un concept que le pouvoir peut modifier à volonté. Tiens, ça me rappelle quelque chose, mais on en reparlera plus tard. À l'opposé de ce procédé, dans Le meilleur des mondes, publié en 1932, Aldous Huxley imagine une société où tout le monde est heureux, ou du moins anesthésié. Les humains sont fabriqués génétiquement, la culture est simplifiée, les émotions sont régulées chimiquement, et le plaisir et le divertissement remplacent la réflexion. Huxley ne décrit pas une dictature brutale, il décrit une société qui accepte volontairement sa propre servitude parce qu'elle est confortable. Avec Le meilleur des mondes et d'autres dystopies comme Fahrenheit 451 ou Ready Player One, le peuple accepte béatement sa condition sous prétexte de sécurité ou de confort. Il ne s'agit pas simplement de tyrans dans ces histoires. Ces dystopies mettent en lumière les peurs profondes de leur époque en les transformant en cadres contre-utopiques. Perte de liberté, propagande, technologie, manipulation de l'information, société de consommation, disparition progressive de l'individu sont exacerbées pour proposer une photographie déformée du présent. À présent, il est temps de détailler ces différentes formes de contrôle. Partie 2. Les différentes formes de contrôle. Quand on pense aux dystopies, on imagine souvent des dictatures brutales, des policiers omniprésents, des caméras de surveillance, les livres interdits. Mais comme dans Le meilleur des mondes, le contrôle ne passe pas toujours par la violence, et notre société actuelle pourrait largement abreuver le berceau des dystopies. Contrôlé par le plaisir. Dans Le meilleur des mondes, personne n'a besoin d'interdire les livres ou de les brûler, parce que personne n'a envie de les lire. Pourquoi réfléchir, contester ou résister quand le divertissement est permanent, que les plaisirs sont accessibles immédiatement et que chaque frustration peut être anesthésiée? Pourquoi vouloir vivre dans un autre monde alors que celui-ci est un véritable paradis? L'économie de l'attention. Notre société actuelle ne fonctionne pas comme les dictatures classiques imaginées par Orwell et consorts. Pourtant, une base dystopique s'est bel et bien mise en place. C'est l'économie de l'attention. Autour de nous gravitent des centaines de plateformes. Culture, information, sport, divertissement, etc. Et toutes se battent pour capter notre regard, retenir notre temps, provoquer une réaction émotionnelle et maintenir un engagement constant. Les réseaux sociaux, les notifications, les vidéos courtes, les recommandations algorithmiques, tout est conçu pour rendre le flux presque impossible à quitter. Ce n'est pas une censure directe, c'est une saturation. Dans beaucoup de dystopies modernes, le danger n'est plus seulement qu'on nous empêche de penser, c'est qu'on ne nous laisse plus le temps de le faire. Le divertissement comme anesthésie. Dans Fahrenheit 451, Ray Bradbury imagine des murs écrans interactifs, des programmes omniprésents et une population absorbée par le spectacle permanent. Le roman est écrit dans les années 1950, et pourtant certaines idées semblent incroyablement contemporaines. La consommation infinie de contenu, le besoin constant de stimulation, la disparition du silence, la difficulté à maintenir son attention et le rejet des œuvres complexes ou lentes. Merci d'ailleurs de regarder cette vidéo qui n'est ni la plus courte ni la plus rythmée. Bradbury ne décrit pas seulement une société qui brûle les livres, il décrit une civilisation qui finit par préférer le divertissement immédiat à la pensée critique, et ça fonctionne sans doute encore mieux. Dans une dystopie moderne, les citoyens ne sont pas toujours forcés d'abandonner leur liberté, parfois ils l'échangent volontairement contre la sécurité, le confort, la distraction, la rapidité ou la gratification instantanée. Là où certains pointent nos gouvernements et leurs envies d'ordre pour évoquer le fait que nous vivons dans une dystopie, moi j'aurais plutôt tendance à regarder du côté de TikTok, Uber Eats et Netflix. Dopamine, algorithme et dépendance.
Aujourd'hui, les plateformes numériques utilisent des mécanismes très proches des systèmes de récompense comportementale. Chaque notification, chaque like, chaque nouvelle vidéo crée une micro-récompense. Le problème n'est pas seulement technologique, il est psychologique. Le rêve de Big Brother dans 1984, les cerveaux se sont reprogrammés d'eux-mêmes. Les dystopies modernes montrent souvent des sociétés où les individus deviennent incapables de supporter l'ennui, de rester seuls avec leurs pensées et de distinguer leurs désirs réels de ceux fabriqués par le système. Et plus le flux est continu, plus il devient difficile de prendre de la distance. La surconsommation comme modèle social. Beaucoup de dystopies reposent sur une idée simple. Un individu qui consomme constamment est plus facile à contrôler. Je n'ai pas apprécié ce roman notamment pour son aspect simpliste et caricatural, mais Les Furtifs d'Alain Damasio, écrit en 2019, évoque ce monde dirigé par des multinationales et complètement dédié à la consommation forcenée. La société encourage les citoyens à acheter, se divertir et éviter toute introspection. Et cette logique est extrêmement actuelle. On accumule des contenus, les tendances se renouvellent en permanence, l'obsolescence rapide est de mise, il faut toujours de la nouveauté. Ça vaut pour les objets, bien sûr. Quoi? Vous n'avez pas encore acheté l'iPhone 17 Pro? Les informations? Le dossier Bruel chasse le dossier OVNI qui a chassé le dossier Epstein. Les images? Trop bien la saison 77 de la série du Schmoll. Les émotions? Indignation à Marseille après le meurtre du 42e militant anti-cartel. Et les opinions, bien sûr. Sécurité, délinquance, immigration, extrême gauche, extrême centre, extrême, extrême, extrême. Le risque dans beaucoup de dystopies, ce n'est pas seulement l'oppression, c'est la disparition progressive de l'intériorité. Ce continent intérieur grignoté par les sollicitations extérieures. Le langage comme arme politique. Ainsi, les grandes dystopies ne contrôlent pas seulement les corps, elles contrôlent aussi les esprits. Mais elles peuvent aller encore un cran plus loin, en limitant ce que ces esprits peuvent imaginer, penser, rêver. Il suffit pour ça de contrôler le langage. Parce que si on transforme le langage, on transforme aussi la manière de penser le monde. On peut évidemment penser à l'émergence de l'écriture dite inclusive, et je laisse à chacun le soin de se positionner comme il l'entend par rapport à cette pratique. Nommer, c'est déjà orienter le réel. Le choix des mots n'est jamais neutre, parce que le pouvoir passe aussi par les mots. C'est évident si vous avez lu 1984 ou si vous avez pris un tout petit peu de recul sur notre société. Plan de préservation de l'emploi égale licenciement massif, fermeture d'usines et délocalisation. Les frappes sont en réalité des guerres. Le terme développement durable est à mourir de rire si on a fait un tout petit peu de mathématiques. Allongement du temps de parcours pour remplacer retard à la SNCF sera sans doute un peu moins rigolo à subir, ou plus insidieux et qui passe totalement sous les radars, les charges sociales sur votre fiche de paye qui énoncées ainsi ne font pas tellement envie, alors que dans les dystopies politiques, le pouvoir utilise souvent un vocabulaire destiné à rendre certaines actions acceptables. Guerre préventive, purification, sécurité, stabilité, protection, éducation. Le langage adoucit la violence. Les mots créent des cadres mentaux, ils orientent notre manière de percevoir le monde autour de nous. Et évidemment, selon notre orientation politique, notre statut social, nos origines, le même mot peut être perçu différemment. La disparition de la complexité. Ce que beaucoup de dystopies craignent, ce n'est pas seulement le mensonge, c'est la pensée complexe. Or, quand tout devient instantané, simplifié, polarisé et émotionnel, il devient difficile de nuancer, de prendre du recul, de douter ou simplement de réfléchir lentement, posément, en profondeur. Et justement, c'est exactement ça que propose la littérature. Lire demande du temps, de l'attention, de l'interprétation, de la contradiction même parfois. Et c'est peut-être pour ça que les livres occupent une place si importante dans les dystopies et dans notre monde réel.
Les sorties de livres-programmes avant les élections, les manuels de parti et autres pamphlets à l'égard des adversaires font partie de notre paysage depuis des siècles. Et la prolongation contemporaine de cette disparition de la pensée complexe est fascinant. Pas parce que nous vivrions dans une dictature orwellienne, mais parce que nos échanges sont de plus en plus rapides, simplifiés, émotionnels, binaires et sans nuances. Les plateformes favorisent les réactions immédiates, les slogans, les phrases courtes, les punchlines, pensez au monde politique, les oppositions permanentes. Le débat devient un flux. Et dans ce cadre, à quoi bon débattre ? Contrôler les mots pour contrôler les idées. Dans 1984, la novlangue réduit progressivement le vocabulaire pour rendre certaines idées littéralement impossibles à formuler. Moins il existe de mots, et bien moins il devient possible de penser la nuance, la contradiction ou la révolte. Pourquoi garder des mots comme liberté, justice, révolte ou vérité si le pouvoir veut empêcher les individus d'imaginer ces concepts ? Alors, ce comité de novlangue? Il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Tu as vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite. Le secret, passer du traduire au pensée directe, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là. Dans le monde d'Orwell, la langue devient une prison mentale. Et c'est une idée essentielle dans la dystopie. Les régimes autoritaires ne cherchent pas uniquement à interdire les discours opposés, ils cherchent à modifier le cadre même dans lequel les individus pensent. On peut parfois aussi ne pas empêcher les individus de penser, mais les empêcher de parler, d'exprimer leurs doutes, leurs envies, leurs mécontentements. C'est ce que Christina Dalche propose dans Vox, une dystopie dans des États-Unis d'Amérique dans un futur proche où les femmes portent un bracelet les empêchant de prononcer plus de 20 mots par jour. Je n'ai pas aimé ce roman, mais l'idée développée est très intéressante et nous ramène complètement au contrôle des mots. Quand la vérité devient instable. Toujours dans 1984, le parti réécrit constamment les archives, les journaux et les événements passés. Le passé change en permanence et la vérité officielle dépend uniquement du pouvoir. Orwell comprend quelque chose de fondamental. Un pouvoir qui contrôle le récit contrôle aussi la réalité collective. Ça ne vous rappellerait pas un certain Donald, ça ? Et je ne parle pas évidemment de Donald Duck. Si personne ne peut vérifier les faits, si les souvenirs deviennent flous, si chaque événement peut être reformulé, alors il devient extrêmement difficile de résister. Et de s'imaginer même résister. Partie 4. Corps, sexualité et contrôle social. Dans de nombreuses dystopies, le pouvoir cherche aussi à contrôler les corps. Les naissances, le désir, la sexualité et la famille font partie des prérogatives du pouvoir, parce qu'un pouvoir qui contrôle l'intime contrôle souvent bien plus que la politique. Le corps comme territoire politique. Dans les grandes dystopies, le corps n'appartient jamais complètement à l'individu. Il devient une ressource, une fonction sociale et même parfois propriété de l'État. Cette idée apparaît très tôt dans le genre, avec, dans le meilleur des mondes, des humains fabriqués artificiellement et conditionnés dès leur naissance. La reproduction naturelle devient presque obscène. Les émotions sont régulées chimiquement, les relations humaines sont standardisées. Le pouvoir ne passe plus par l'interdiction. Il passe par la programmation. Contrôler la reproduction. Dans La Servante écarlate, Margaret Atwood pousse cette logique vers quelque chose de beaucoup plus brutal. Face à une crise de fertilité, la société de Gilead transforme les femmes fertiles en ressources biologiques. Leur corps cesse de leur appartenir. Et ce qui rend le roman si dérangeant, c'est qu'Atwood ne construit pas son univers à partir d'éléments fantastiques ou impossibles. Elle s'inspire de régimes théocratiques
et de systèmes patriarcaux juste un peu plus poussés. Les violences et les mécanismes de domination présentés sont historiquement viables. Comme souvent dans la dystopie, le cauchemar fonctionne parce qu'il paraît crédible. Sexualité, contrôle et normalisation. Dans beaucoup de dystopies, la sexualité est strictement encadrée. Parfois elle est réprimée, parfois au contraire elle est encouragée, mais uniquement sous des formes socialement utiles. Et dans les deux cas, le mécanisme reste le même. Le pouvoir décide quelles relations sont acceptables. Dans 1984, le parti voit le désir amoureux comme une menace potentielle, parce qu'un lien intime fort peut concurrencer la loyauté envers le pouvoir. Pensez donc, l'amour crée du secret, de l'individualité, de l'attachement, une sphère privée, et les régimes totalitaires détestent ce qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. Standardiser les individus. Les dystopies montrent souvent des sociétés obsédées par la normalisation. Si les individus se ressemblent tous, physiquement, mentalement, par leur comportement, mais aussi par leurs traits constitutifs ou même leurs vêtements, eh bien la singularité est gommée par la pression sociale et sortir du cadre devient de plus en plus compliqué, voire mal vu et réprimé par les individus eux-mêmes plutôt que par un organe de contrôle. L'eugénisme ou même le clonage peuvent faire éclore ce genre de société, mais aussi un simple contrôle médical, la mise en place d'une hiérarchie biologique, une surveillance des comportements ou encore une optimisation permanente de soi. Coucou, les gourous du développement personnel. Les normes culturelles, l'image, la performance, les injonctions permanentes à devenir le meilleur soi-même, la pression sociale se substitue alors à un organe central tout-puissant. Et quoi de mieux que les données publiques pour justifier d'un corps, d'un comportement et d'un esprit légitime? Données publiques, dites-moi, ne serait-ce pas tout ce que nous partageons en permanence sur les plateformes? Avec les réseaux sociaux, le corps devient quantifiable, optimisable, visible en permanence. L'image de soi entre dans une logique de comparaison continue. Et les dystopies modernes posent alors une question troublante. Que devient l'identité dans une société où chacun est constamment observé, évalué et mis en scène? La disparition de l'intime. Au fond, beaucoup de dystopies parlent de la disparition progressive de la vie privée, puisque le pouvoir, qu'il soit central ou dilué, pénètre les relations, les émotions, les désirs et parfois même la manière de ressentir son propre corps. Et plus la sphère intime rétrécit, plus il devient difficile de préserver un espace réellement personnel. C'est pour ça que dans les dystopies, les gestes les plus simples deviennent souvent des actes de résistance, comme lire ou écrire un journal, aimer, garder un secret, disposer librement de son propre corps. La question finalement c'est: qui décide de ce que nous faisons de notre propre corps? Et bien sûr, les grandes dystopies ne donnent jamais de réponse rassurante, mais elles rappellent constamment une chose: lorsqu'un pouvoir commence à contrôler l'intime, ce n'est jamais uniquement le corps qui est en jeu, c'est aussi la liberté de rester un individu. Partie 5, la technologie, outil d'émancipation ou de domination. L'anticipation et la science-fiction imaginent des technologies capables de transformer l'humanité, des voitures volantes au monde virtuel en passant par les intelligences artificielles. Mais dans les dystopies, une question revient sans cesse. La technologie nous rend-elle plus libres ou simplement plus facile à contrôler? La technologie n'est jamais neutre. Dans la réalité, comme dans la plupart des dystopies, les machines ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Le problème vient de qui les contrôle et du but dans lequel elles sont utilisées. William Gibson, l'auteur de Neuromancien en 1984, disait déjà « La technologie est moralement neutre jusqu'à ce que nous l'utilisions ». Ainsi, dans les dystopies, la technologie nous parle de pouvoir, de surveillance, de dépendance et surtout remet à sa place l'humain dans des systèmes devenus gigantesques. Minority Report, nouvelle de Philip K. Dick parue en 1956, met parfaitement en scène cette idée. 3 précogs, des humains mutants, sont capables de prédire l'avenir. Ils sont utilisés par une entreprise pour prédire les crimes, et l'État a confié à cette entreprise, Précrime,
la gestion de la criminalité. Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Oui, y revoilà. Je ne suis pas avec l'association de défense des libertés, mais il ne faut pas se tromper. Nous arrêtons des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Mais vont le faire. La commission du crime elle-même est absolument métaphysique. Les précoques voient l'avenir et ne se trompent jamais. Mais ce n'est pas l'avenir si vous l'empêchez. Ça ne vous semble pas paradoxal? Si, ça l'est. Vous parlez de prédétermination, ce qui arrive tout le temps. Pourquoi vous l'avez rattrapée? Parce qu'elle allait tomber. Vous êtes certain? Ouais. Mais elle n'est pas tombée. Vous l'avez attrapée. Ainsi, les criminels ne sont-ils plus arrêtés après avoir commis leur forfait, mais avant, dès que les précogs ont rêvé le crime. Dans l'absolu, le système pourrait donner une société vertueuse, mais dans la réalité de Minority Report, le monde décrit est glacial, certes pacifié, mais complètement paranoïaque et contrôlé par l'État, et pour cause. Je me permets un petit aparté sur le jeu de rôle Paranoia conçu par Greg Costikyan, Dan Gelber et Eric Goldberg et publié en 1984, comme par hasard. Ici, la dystopie est gouvernée par l'ordinateur, avec un O majuscule, une IA totalitaire persuadée de protéger l'humanité tout en exécutant à tour de bras des citoyens pour trahison ou comportement suspect. Là, c'est la technologie elle-même qui a servi l'humanité au moyen d'une bureaucratie écrasante et absurde avec un ton satirique du meilleur effet. Un chouette univers décalé puisqu'on y rit, certes un peu jaune, de ce destin pas franchement enviable. Voir sans être vu. Dans 1984, les télécrans surveillent les citoyens en permanence. Ironie du sort, aujourd'hui cette idée paraît presque banale puisque volontairement nous produisons à l'échelle individuelle des données en masse. Localisation, navigation, consommation, interaction sociale, préférences culturelles. La surveillance moderne est souvent invisible mais terriblement efficace. Combien de fois avez-vous reçu dans l'heure, suivant une conversation orale ou écrite, une publicité ciblant exactement votre sujet de conversation? Ce mode de surveillance ne ressemble pas du tout à une dictature brutale puisqu'il prend une forme invisible. Collecte de données, algorithmes, recommandations personnalisées, écosystème numérique dont il est difficile de sortir. Et surtout, tout est fait pour votre bien. N'est-ce pas ce que vous promet Facebook, des annonces personnalisées, remarquez qu'on ne parle pas de publicité, si vous acceptez de transmettre vos données. C'est une idée centrale dans les dystopies contemporaines. Plus un système nous connaît, plus il peut anticiper nos comportements. Et nous proposer le meilleur, bien sûr. Le cyberpunk, la technologie au service des multinationales. À partir des années 1980, une nouvelle forme de dystopie apparaît avec le cyberpunk. Dans Neuromancien, les États perdent progressivement du pouvoir au profit des grandes corporations technologiques. Ultracapitalisme, humains hyperconnectés, voire interfacés avec le monde numérique, saturation d'informations totale, société profondément inégalitaire, Neuromancien est horrible. Tiens, ça ne ressemblerait pas un petit peu à notre monde, mais avec des curseurs un peu plus poussés? Dans le meilleur des mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je l'ai reculé à 5 ou 6 siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est que en 30 ans, en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées et que on voit que le progrès, disons le progrès entre guillemets, est beaucoup plus rapide qu'on ne pense et qu'il y a véritablement des dangers, que la technologie et l'organisation, la surorganisation tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de termites parmi les hommes. En somme, progression de la technologie ne signifie pas pour autant amélioration de la condition humaine. Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe français, que j'apprécie pour une partie de son discours, mais pas tout, est prolixe sur le sujet, notamment sur l'utilisation par le grand public des IA génératives. C'est toute l'idée du cyberpunk, high-tech, low-life.
les algorithmes façonnent déjà nos vies. Aujourd'hui, une grande partie de notre expérience du monde passe par des systèmes automatisés. Des algorithmes décident au moins en partie des contenus que nous voyons, des informations mises en avant, des musiques que nous écoutons ou des séries que nous regardons. Et même, depuis l'arrivée de Mythic en 2002, des éventuels amours partagés. N'est-ce pas délicieusement dystopique ? Bien sûr que nous avons encore l'impression d'être libres, mais nos choix sont discrètement guidés par des systèmes que nous ne comprenons pas complètement, voire pas du tout. Virtualisation du réel. Beaucoup de récits dystopiques explorent aussi une autre peur, la disparition progressive du réel. Ready Player One en est un bon exemple, puisque les individus n'attendent qu'une chose, que la journée soit finie pour se jeter à corps perdu, littéralement, puisqu'on laisse son corps en arrière pour revêtir celui d'un avatar, dans un monde virtuel. Ça, c'est l'Oasis. Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. On peut faire ce qu'on veut. Aller où on veut. Un monde qui offre une vision 1000 fois meilleure que celle de la réalité. Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas avec les romans, le cinéma ou même pourquoi pas le sport, les jeux vidéo. Quand l'objet du désir devient plus fort que la réalité, l'individu glisse vers un oubli du réel, un oubli de soi-même. C'est un jeu d'enfant alors, de le manipuler. Le risque est de perdre le contact avec une expérience humaine directe et de vivre au travers d'un média tiers. Et plus cette médiation augmente, plus il devient difficile de distinguer l'authentique de la manipulation. Le boss du game à ce sujet étant Matrix, bien évidemment, écrit et réalisé par les Wachowski en 1999. Partie 6. Pourquoi aime-t-on les dystopies ? Les dystopies sont souvent sombres, violentes, désespérées. Se plonger dans une dystopie, c'est exactement l'inverse de regarder un feel-good movie. Et pourtant, nous adorons ces récits. Alors, pourquoi ? La dystopie transforme nos peurs en histoire. Les dystopies nous permettent d'observer nos angoisses à distance. Le futur devient une sorte de laboratoire imaginaire où nos peurs sont poussées jusqu'à l'extrême. L'autoritarisme, bien sûr, les technologies incontrôlables, la disparition du lien social, le contrôle de l'information, l'hyperconsommation, mais aussi, pourquoi pas, les catastrophes climatiques, comme dans The Water Knife de Paolo Bacigalupi, sorti en 2015, et qui fait de la raréfaction de l'eau dans un futur proche aux États-Unis une réalité brutale. Ces récits donnent une forme concrète à des inquiétudes parfois diffuses. C'est un peu comme de se raconter des histoires qui font peur. Ces dystopies, finalement, résonnent comme des avertissements. Prenez garde, petits humains, si vous persistez dans cette voie, voilà ce qui pourrait vous arriver. Ainsi, à chaque époque, les dystopies nous amènent à nous poser les mêmes questions. Qu'est-ce qu'une société libre ? Jusqu'où peut-on sacrifier la vie privée pour la sécurité et le confort ? Que devient l'humain dans un monde gouverné par des systèmes nébuleux ? Et surtout, finalement, qu'est-ce qu'il faut préserver pour rester véritablement humain ? Et son pendant, en fait, doit-on rester humain ? Et cette fois, c'est Laurent Alexandre, chantre du transhumanisme, qu'il faut invoquer. Mais pas trop fort, il pourrait nous entendre. Les dystopies nous donnent l'impression de voir clair. Lire une dystopie produit souvent une sensation particulière, celle de comprendre quelque chose du monde réel, actuel ou passé, celle de saisir un point de bascule, d'imaginer la prolongation d'une décision à travers les décennies, les siècles. Quand on lit 1984, Le meilleur des mondes, La Servante écarlate, on cherche automatiquement des parallèles avec notre époque. Et c'est précisément le pouvoir de ces œuvres. Elles changent notre regard sur le présent. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement.
tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Après la lecture ou le visionnage de certaines dystopies, il devient difficile de ne plus remarquer les mécanismes de surveillance. Coucou Patrick Balkany et Levallois-Perret, avec le premier système de vidéosurveillance français en 1993. De ne plus remarquer également la place des écrans dans nos vies, la logique des algorithmes, la simplification des discours. L'espoir de la résistance. La plupart des dystopies mettent en scène des personnages qui tentent de résister. Et ces personnages sont essentiels dans ces histoires. Ils montrent ce qui reste de l'humain quand tout pousse à devenir un simple rouage du système. C'est très fort et valorisant en tant que lecteur. On se retrouve un peu le confident, l'allié de ce personnage qui résiste, et son sentiment nous contamine un petit peu quand on se plonge à ses côtés. On a l'impression à notre tour de résister, avant de se replonger dans Candy Crush Saga. Souvent, ces résistants s'appuient sur un easter egg pour renverser le pouvoir, ou tout du moins s'y soustraire, au moins l'espace d'un instant. Un vieux livre caché, une relation secrète, un souvenir flou qui se précise. Dans Les Fils de l'Homme de P.D. James, le héros, qui n'a justement aucun des atours du héros, se retrouve résistant à son insu grâce ou à cause du sentiment amoureux. Bon, reste-t-il des gens pour regarder encore cette vidéo à ce stade? Ou êtes-vous tous partis vous jeter sous un train, ou au contraire profiter de la vraie vie en pleine nature, avec de la vraie sueur s'écoulant de vos pores dilatés? Bref, nous avons parlé de tout juste 20 œuvres. La machine à explorer le temps, Le Talon de Fer, Nous, Panorama, Le meilleur des mondes, 1984, Svatiska Night, Fahrenheit 451, L'Orange Mécanique, La Servante écarlate, Hunger Games, Ready Player One, Les Furtifs, Vox, Neuromancien, Minority Report, Paranoia, Matrix, The Water Knife, Les Fils de l'Homme. Et nous aurions pu prendre des tas d'autres exemples encore. Comment ne pas parler par exemple de Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie? Non, ce n'est pas une dystopie, mais au XVIe siècle, de la Boétie dit quand même « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre ». Autrement dit, le pouvoir ne tient pas uniquement par la force, il tient parce que les individus acceptent, souvent par habitude, peur, confort ou résignation, de continuer à le servir. Et ça vaut pour la surveillance, que l'on accepte pour pouvoir sortir tard le soir, spoiler, ça ne marche pas, les algorithmes de recommandation qu'on accepte pour recevoir de meilleures pubs, spoiler, choisir soi-même, c'est pas mal non plus, les régimes autoritaires qui prospèrent parce que le monde est de plus en plus dangereux et que sans force, on se ferait manger par les autres, spoiler, ça ne produit que davantage de dangerosité. En tout cas, j'espère vous avoir donné quelques idées de lecture ou de visionnage au travers de cette vidéo, mais j'espère surtout que c'est vous qui ferez ces choix en pleine conscience, parce que finalement, au travers de cette vidéo, ne suis-je pas, moi aussi, un rouage de cette dystopie que nous vivons tous? Allez, prenez soin de vous et lisez des livres avant qu'ils ne soient brûlés.